Monsieur le Président de la Faculté des Lettres et de Philosophie, vous voyez comment cette magnifique robe est trop vaste et trop ornementée pour la chétive créature que je suis. Je vous remercie, et bien entendu, lorsqu'on est l'objet d'un honneur comme celui que vous me décernez, on est toujours assez content, un peu flatté dans la vanité qui est propre à chacun. Mais dans le cas de l'Université orientale de Naples, cette désignation, cette distinction me rend heureux pour des raisons particulières. Certaines tiennent à mon passé, à ma nature. Le fait que pour moi, Naples fait partie de ce monde méditerranéen que j'ai choisi comme objet d'étude et auquel je me sens attaché par beaucoup de liens. Je fais quelques confidences pour expliquer cela. Quand j'avais peut-être 12 ans, que j'étais un petit garçon qui n'avait jamais été dans ce qu'en France on appelle le Midi. Or là, je suis parti en auto, je crois, pour les vacances de Pâques, avec mon frère et mes cousins et une tante qui me servait de mère. Et nous sommes partis pour aller à Juan-les-Pins passer les vacances de Pâques. En auto, elle n'allait pas très vite, nous nous sommes arrêtés dans un petit village où nous avons dormi avant de repartir jusqu'à la mer. Et le matin, vers 6h ou 7h, j'ai été réveillé par un bruit de pas et de clochettes. Je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai regardé. Et j'ai vu le ciel, la lumière du midi que je ne connaissais pas. Et en bas dans la rue, un berger avec ses chèvres et ses moutons qui s'en allaient sur la montagne. Et j'ai vu les tuiles romaines et j'ai été émerveillé. C'était comme si tout d'un coup, on avait ouvert devant moi des portes, des fenêtres sur un monde que je ne connaissais pas. Deuxième souvenir, c'est en 1935, j'ai 20 ans, 21 très exactement, et je vais pour la première fois en Grèce. Et qu'est-ce que je découvre en Grèce, en dehors du Pirée, à ce moment-là, un petit port oriental, très vivant. Il n'y avait pas d'auto, il y avait des ânes, il y avait des mulets, il y avait un tas de carrioles, c'était très bruyant, très vivant, merveilleux. Et surtout, en Grèce, je découvre l'hospitalité méditerranéenne. Nous étions à pied, nous étions dans le Péloponnèse. Quand nous arrivions dans certains villages où on nous voyait venir de loin, on sonnait les cloches et tout le village sur la place, au café, nous attendait. Et j'ai compris alors ce que c'est que l'accueil de l'autre, celui qui vient et qu'on reçoit avec le sentiment que sa visite est un honneur qu'il vous fait et quelque chose qu'il vous apporte et que vous n'aviez pas. Troisième souvenir, après la guerre, je pense 47 ou 48, je suis venu à Naples, ma femme et moi, mon frère et sa femme, tous les quatre dans une voiture, une traction avant. On est arrivé dans votre ville et j'étais émerveillé par cette ville. 2 jours après, nous n'avions plus rien. Nous avions été entièrement dévalisés.
Nous n'avions plus un sou, nous n'avions plus aucun papier, entièrement dépouillé. Et j'ai été plein d'admiration. Pourquoi? Parce que, bon, j'avais fait en France la résistance, la clandestinité. Il fallait être très rusé, plus rusé que l'ennemi, savoir se cacher, être invisible. Et c'est dans la voiture où j'étais moi-même que des jeunes garçons ont tout enlevé, sous mon nez, sans que je voie rien. J'ai dit, ça c'est bien. Et non seulement ils nous ont dévalisés, mais ils ont eu l'extrême délicatesse de nous renvoyer tous nos papiers d'identité, les passeports, les cartes. Et là, j'ai admiré, en quelque sorte, c'était le vol proprement désintéressé, le pur jeu du vol, pour manger. Et comment j'ai interprété ça? Ils nous renvoient nos papiers, ils nous renvoient nos passeports, et c'est une façon de nous dire « Venez, retournez chez nous. C'est pas fini. » Et ils avaient raison, et je suis revenu, et j'ai trouvé non pas les voleurs, mais des amis et des savants avec qui travailler. Mais ce sont des choses qui vous marquent, et par conséquent, j'ai retrouvé ici à Naples, auprès de vous tous ceux avec qui j'ai travaillé, hommes et femmes, des liens particuliers, d'abord parce que Bruno D'Agostino a fait allusion à ce centre de recherche que j'ai créé dans les années 63 ou 4. Et ce centre de recherche, il était d'une certaine façon un projet d'université orientale, parce que quand je l'ai créé, à côté des hellénistes, il y avait des représentants de toutes les recherches orientales, non seulement le Proche-Orient, la Syrie, l'Égypte, mais il y avait aussi l'Inde, il y avait aussi l'Afrique. Bref, j'essayais de faire quelque chose où la Grèce ne serait pas toute seule, où elle ne serait pas, pour reprendre la formule de Gernet, comme un empire dans un empire, comme une forteresse fermée dans le monde fermé des savants. Ce que vous avez fait, ce que j'ai retrouvé, et c'est sans doute aussi pour ça que nous avons pu si vite collaborer. Pas seulement. Quand j'ai commencé à publier dans mon pays, où il y avait des études classiques qui avaient leur tradition, on m'a regardé souvent, comme on dit en France, un peu de travers. Cet homme n'est pas helléniste, il est philosophe. Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? À l'étranger, c'était mieux reçu. Mais un des pays où j'ai été très vite accueilli intellectuellement, Bruno y faisait allusion avec gentillesse en disant que quand il a lu Hermès, Hestia, ça a changé un peu sa façon de voir. Et en Italie, je me suis trouvé tout de suite en accord intellectuel, en débat, très souvent, et quelquefois des débats assez passionnés sur des problèmes de structuralisme, de synchronie, de diachronie. Mais les Italiens, les intellectuels, les savants italiens, moi je les comprenais tout de suite, alors que dans d'autres pays, j'ai l'impression qu'il y a un certain décalage. Bref, d'une certaine façon, je suis un peu ici chez moi, et quand vous me recevez comme un des vôtres, alors je me sens encore plus moi-même. Mais la règle veut, c'est pas comme on dit pour mes beaux yeux que vous m'avez nommé, c'est à cause de ce que j'ai essayé de faire sur le plan scientifique. Je ne vais pas vous ennuyer en vous expliquant ce que j'ai voulu faire. Je dirais seulement que un de mes amis français m'a dit un jour,
Oh, toi, tu es, ou tu as voulu être, un carrefour. Et je crois que c'est vrai. Que le mérite qu'on peut m'accorder, l'intérêt qu'on peut trouver dans mon travail, c'est que j'ai toujours cherché à désenclaver des secteurs, des objets, des attitudes qui étaient fermées l'une par rapport à l'autre, à plusieurs points de vue. D'abord, en premier lieu, à l'intérieur même des études anciennes, où il y a les spécialités. Il y a ceux qui sont épigraphistes, il y a les archéologues, il y a les philologues, il y a les philosophes, il y a les historiens. Et c'est normal. Et moi qui n'étais rien de tout cela, qui était philosophe, j'ai toujours essayé de faire en sorte que dans le centre se retrouvent des gens qui, par leur formation, précisément, avaient tendance à s'enfermer dans une certaine façon d'aborder la Grèce. Faire que le regard porté sur la Grèce soit un regard où toutes les disciplines, d'une certaine façon, sont représentées. Et deuxièmement, et c'est, je crois, important, à l'intérieur même du domaine grec, désenclaver les différents domaines. Au fond, je crois que peut-être au XIXe siècle et même au XXe, on a eu tendance à privilégier dans le monde grec les grandes œuvres philosophiques, les grandes œuvres littéraires, Homère, la poésie lyrique, la tragédie, les historiens, les textes écrits, les grands textes, les grands monuments, les grandes statues. Et ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai voulu faire, c'est d'essayer de montrer, si vous voulez, la littérature, la religion, la philosophie, que la Grèce ne peut pas être abordée comme cela, que tous les documents, tous les objets techniques, matériels, les relations économiques, le commerce, les faits juridiques, tout ce qui constituait le tissu quotidien de la vie grecque a la même dignité, la même importance, la même valeur pour le chercheur que les grandes œuvres philosophiques. Bruno a eu la gentillesse, merci, excusez-moi, mais un bavard impénitent. Bruno a signalé cette étude qui s'appelle Hermès Hestia. Il a raison, parce que Hermès Hestia, je crois que c'est une des recherches qui est le plus caractéristique de ce que j'ai tenté de faire. Pourquoi? Hermès et Hestia, ce sont deux divinités. Alors bon, d'une part, nous les voyons associés dans certaines frises, d'autre part, dans les hymnes homériques, à Hestia et Hermès, nous voyons qu'ils sont associés. Donc, je les étudie en tant que dieux du Panthéon. Mais une fois que j'ai fait ça, l'intérêt, c'est de montrer que pour les Grecs, les dieux n'étaient pas, en quelque sorte, dans les nuages, dans le ciel des idées, que ce que impliquait sur le plan religieux Hermès et Hestia est lié à toute la vie sociale. Par exemple, sur le plan économique, au fait qu'il y a deux types de richesses. Une richesse qui est placée sous le signe de Hestia, celle de la maison, les réserves alimentaires féminines, et puis une richesse, celle des troupeaux mobiles qui se déplacent et qui est placée sous le signe d'Hermès. C'est-à-dire que ce que nous appelons l'économie, et également les règles de filiation, et également les problèmes que pose le fait que la fille épiclère, en Grèce, a un statut particulier, que donc le plan religieux, le plan familial, le plan domestique, le plan économique, on aperçoit que tout cela est lié et forme des ensembles.
et que par conséquent, l'historien des religions n'est pas quelqu'un qui étudie simplement les idées religieuses. Il est quelqu'un qui doit voir comment ces idées s'enracinent dans la vie quotidienne. Troisième chose, j'ai essayé de désenclaver la Grèce des autres cultures. J'ai toujours considéré que la Grèce n'était pas une espèce de modèle, que les Grecs n'avaient pas inventé l'homme, inventé la raison, inventé la civilisation. Et comme je l'ai dit, que pour être un homme, il faudrait d'une certaine façon être grec par sa culture ou par son origine. Et par conséquent, j'ai voulu faire du comparatisme. Comparer, essayer de voir comment le même phénomène prend en Grèce un faciès différent d'une grande civilisation indienne ou égyptienne ou africaine ou suméro-acadienne. Pourquoi? Parce que c'est par la différence et par la comparaison, par le lien entre ce qui est le même et ce qui est autre, qu'on peut comprendre ce que nous appelons le même. Certains traits de la civilisation grecque ne sont compréhensibles que si on voit qu'ils ne sont pas la nature, qu'ils ne vont pas de soi, et que d'autres ont choisi une autre voie. Et à ce moment-là, c'est la Grèce elle-même qui prend un autre aspect. C'est dans la comparaison, dans la confrontation avec ce qui est différent, qu'on comprend la nature de l'objet qu'on étudie. Quatrièmement, bien embêtant, hein. Quatrièmement, j'ai essayé, à la suite de beaucoup d'autres, de désenclaver le passé et le présent. C'est-à-dire, tous les historiens savent que s'il y a une histoire, une discipline historique, c'est parce que chaque génération, sans doute, découvre de nouveaux documents, mais surtout pose des questions différentes aux périodes qui sont étudiées. Et ces questions différentes, ce sont celles que l'actualité, que le temps présent fait surgir dans la tête de l'historien. Tout le monde le voyait. Mais ce qu'il faut bien voir, que j'ai essayé de montrer, c'est que pour comprendre le passé, il faut l'éloigner, prendre une attitude purement objective. Mais il faut faire un peu plus, c'est-à-dire mobiliser l'expérience sociale, politique, morale, religieuse, qui est la vôtre dans le présent, pour essayer de comprendre de l'intérieur une civilisation dont on a seulement des documents morts. Il faut donc que le présent, d'une certaine façon, se projette sur le passé. Mais le mouvement se fait aussi en sens inverse. Quand on fait ça, c'est l'expérience sociale, politique, éthique, religieuse du présent qui est modifiée par le fait qu'on voit ses racines ou ses contradictions dans un monde qui est différent. Et par conséquent, cela m'amène à dire qu'une des raisons que vous avez évoquées, c'est aussi que j'ai essayé de désenclaver la recherche pure, désintéressée, dans le silence du cabinet ou dans le silence d'une bibliothèque ou sur des fouilles, de le désenclaver de l'engagement dans la vie présente. Et bien entendu, dire qu'il y a un constant échange, d'allée et venue entre le passé et le présent, c'est dire aussi que dans la vie politique, les engagements qu'on peut avoir sont toujours lourds de l'expérience d'historien qu'on a eue. Je ne prétends pas qu'on est exactement le même quand on s'engage politiquement et quand on réfléchit scientifiquement. Il y a une frontière. Il y a une frontière, quelquefois même ça peut être un fossé, mais la frontière, c'est à la fois ce qui sépare et ce qu'on peut traverser. Et justement,
dans les différents cas que j'ai indiqués, je sais bien qu'il y a des frontières. Je sais bien que l'étude, par exemple, des images, telles qu'on le mène ici et ailleurs, n'est pas la même chose que l'étude des textes, et qu'il faut respecter cette spécificité des séries d'images. Mais ça veut dire aussi que si cette frontière est respectée, on voit à quel moment il y a des consonances, à quel moment il y a des oppositions. Le même et l'autre, toujours, l'un en face, l'un par l'autre, l'un avec l'autre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis là, comme un autre, un Français, un vieux monsieur, vous êtes plus jeune, j'ai mon passé derrière moi, vous en avez un autre, et nous nous retrouvons, et je vous dis de tout mon cœur, merci, vous m'avez rendu plus heureux, donc un peu plus jeune, ce dont j'ai grand besoin. Vogliono vedere. Se lo aiuti. Ils ont le texte là.